Joseph Mengele est un nom qui, pendant des décennies, a suscité la peur et la répulsion même parmi les chercheurs spécialisés dans les crimes nazis. On l'appelait le docteur de la mort, non pas à cause de légendes ou d'exagérations, mais en raison des décisions bien réelles qu'il prenait chaque jour, debout sur le quai du camp de concentration d'Auschwitz. Il n'était ni gardien ni soldat. Il était médecin, un homme doté d'une formation médicale, censé sauver des vies, mais qui décidait au contraire qu'il mourrait immédiatement et qui deviendrait un sujet d'expérimentation. Un simple geste de la main suffisait à déterminer le destin d'une famille entière. Ce qui intéressait Mengele, ce n'était ni les interrogatoires, ni les punitions, mais le corps humain. En particulier celui des enfants, des jumeaux et des personnes présentant des différences physiques. Il appelait cela de la science, alors que les conséquences étaient la mutilation, la souffrance et la mort. Le plus troublant dans cette histoire n'est pas seulement l'ampleur de la cruauté, mais le fait qu'elle se déroulait ouvertement, au sein d'un système officiel, avec le consentement tacite de la hiérarchie et des collègues. Mengele ne se cachait pas dans le camp, il en faisait partie intégrante. C'est l'histoire d'un médecin devenu un symbole du mal et d'un système qui a rendu cela possible. Bienvenue sur la chaîne Thomas Georges. Aujourd'hui, ce sera effrayant, répugnant et choquant. Bon visionnage. Avant la guerre, Joseph Mengele n'était ni un marginal ni un radical relégué aux confins de la société. Il est né en 1911 dans une famille aisée de Bavière. Son père était propriétaire d'une entreprise prospère de fabrication de machines agricoles. La famille disposait d'argent, de relations et d'un statut social élevé. Mengele a grandi dans un environnement où l'éducation et la carrière étaient considérées comme la norme, et non comme une exception. Il était un étudiant doué et a très tôt défini son orientation. Mengele a étudié la médecine et l'anthropologie, fréquentant les universités de Munich, de Vienne et de Francfort. En 1935, il soutient une thèse de doctorat en anthropologie, puis obtient par la suite le titre de docteur en médecine. Il ne s'agissait pas de diplôme purement formel, il travaillait réellement dans le milieu scientifique, publiait et bénéficiait de solides recommandations. Une influence particulière sur lui fut exercée par son directeur de recherche, Ottmar von Verschuer, l'un des principaux spécialistes allemands de la génétique et de l'hygiène raciale. C'est dans ce cadre académique que Mengele assimile les idées d'hérédité, de sélection raciale et de valeur biologique de l'être humain. Ces conceptions n'étaient pas considérées comme marginales, elles étaient activement soutenues par une partie de l'élite scientifique et politique allemande des années 1930. En 1937, Mengele adhère au parti nazi, puis rejoint la SS. Ce n'était pas un choix contraint. Pour un jeune médecin, cela signifiait des perspectives de carrière, l'accès à des ressources et la possibilité de mener des recherches sans contraintes éthiques. Il n'était pas un idéologue fanatique issu de la rue. Il faisait partie d'un système qui réunissait la science, le pouvoir et la théorie raciale. Avant le déclenchement de la guerre, Mengele apparaissait comme un représentant typique de l'intelligentsia allemande de son époque, discipliné, ambitieux, convaincu de sa propre mission. Rien, ni dans sa formation ni dans sa carrière, ne conduisait automatiquement au crime de masse. C'est précisément pour cette raison que son parcours ultérieur est si important à comprendre. Il montre comment une personne dotée de diplômes, d'intellect et de perspective peut devenir un instrument du mal systémique sans sortir des limites de ce qui est considéré comme normal. Pendant la guerre, Joseph Mengele se retrouve dans un lieu où ses connaissances et ses ambitions bénéficiaient d'une liberté presque totale. En 1943, il est affecté au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau en tant que médecin SS. Officiellement, ses fonctions ne différaient en rien de celles des autres médecins. Examens médicaux, contrôle de l'état sanitaire, participation aux sélections. Mais très rapidement, il devient évident que Mengele utilise cette position d'une manière totalement différente. Sur le quai d'Auschwitz, il procédait lui-même aux sélections. Des témoins ont rapporté à de nombreuses reprises qu'il apparaissait soigneusement vêtu, souvent impeccablement soigné, parfois même souriant. Il ne se pressait pas. Il observait attentivement les personnes, s'arrêtait, posait des questions et pouvait en écarter une, non pour la sauver, mais pour déterminer sa valeur. D'un simple geste de la main, il décidait qui serait envoyé au travail forcé et qui irait directement aux chambres à gaz. Selon les estimations des historiens, des dizaines de milliers de personnes sont passées par ces sélections. Mengele portait un intérêt particulier aux jumeaux. Lorsque des enfants jumeaux apparaissaient sur le quai, ils étaient séparés de leur famille. Dans la majorité des cas, les parents étaient assassinés immédiatement.
Les enfants étaient envoyés dans des baraquements où commençait pour eux une autre vie, une vie de cobayes humains. Mengele rendait visite à ses enfants personnellement, leur parlait, leur apportait des sucreries, créant une illusion de sécurité. Ce n'était pas un comportement fortuit, c'était une méthode. Les expériences comprenaient des infections provoquées artificiellement, des transfusions sanguines entre jumeaux sans tenir compte de la compatibilité, des mutilations délibérées et des amputations sans anesthésie. Mengele mesurait les réactions du corps, consignait la douleur et observait la mort. Si l'un des jumeaux mourait, l'autre était souvent tué intentionnellement afin de comparer les organes lors de l'autopsie. Ces autopsies étaient réalisées par Mengele lui-même ou sous son contrôle direct. Un autre volet concernait les expériences menées sur des enfants présentant des particularités physiques, des personnes atteintes de nanisme, des individus souffrant de malformations congénitales, ainsi que sur des femmes enceintes. Les témoignages de détenus et les enquêtes menées après la guerre confirment que Mengele pratiquait des stérilisations, des injections de substances chimiques dans des organes internes et des tentatives de modification de la couleur des yeux par l'injection directe de colorants dans le globe oculaire. Le résultat était souvent la cécité, la septicémie ou la mort. Le plus important est que ces actes n'étaient pas la conséquence d'ordres venus d'en haut. D'autres médecins SS reconnaissaient que Mengele allait bien au-delà des instructions officielles. Il formulait lui-même des hypothèses, sélectionnait son matériel et décidait quand une expérience était terminée. Selon les témoignages de ses collègues, il éprouvait du plaisir non seulement dans les résultats, mais dans le processus même de contrôle sur la vie humaine. Dans le camp, même les gardes le craignaient. Les détenus l'appelaient « l'ange de la mort », non par exagération, mais par prévisibilité. Lorsque Mengele s'intéressait à quelqu'un, cela se terminait presque toujours par la mort. Il n'agissait pas sous l'effet d'élans émotionnels. Sa cruauté était méthodique, froide et répétitive. C'est précisément ce qui distingue le sadisme de la violence chaotique. D'un point de vue scientifique, ces expériences n'avaient aucune valeur. Elles ne répondaient à aucun standard de recherche, ne comportaient pas de groupe témoin et reposaient sur des théories raciales biaisées. Mais cela n'avait aucune importance pour Mengele. Auschwitz était pour lui un laboratoire idéal, un lieu où il n'existait ni éthique, ni sanction, ni limite. C'est précisément là que le médecin au diplôme et aux recommandations cesse d'être simplement une partie du système pour en devenir l'architecte actif. Non un exécutant, mais un initiateur. Non un fanatique dans les tranchées, mais un homme qui utilisait consciemment la science comme un paravent pour le sadisme. La réaction de la direction nazie aux actes de Joseph Mengele fut à la fois révélatrice et profondément troublante. Il ne fut ni arrêté, ni sanctionné, ni écarté. Au contraire, au sein du système SS, il était considéré comme un spécialiste efficace, utile et prometteur. Mengele n'agissait pas de manière isolée, mais en parfaite adéquation avec la logique de la politique raciale nazie. Officiellement, ses recherches s'inscrivaient dans le cadre de la hygiène raciale et de l'eugénisme, activement soutenues par la direction du Troisième Reich. Ses expériences sur les jumeaux, l'hérédité et les anomalies physiques étaient reperçues comme un moyen d'obtenir des données destinées au futur contrôle et à la purification de la population. Les rapports de Mengele étaient transmis aux structures scientifiques de la SS et utilisés dans le cadre d'un programme plus large de recherche pseudo-scientifique. Il est toutefois essentiel de comprendre que, même au sein du système médical nazi, Mengele était considéré comme un cas extrême. Des témoignages documentés indiquent que certains médecins SS et membres du personnel des camps furent choqués par les méthodes qu'il employait. Il ne s'agissait pas de compassion envers les détenus au sens moderne, mais du constat que Mengele franchissait les limites même des normes déformées qui régnaient dans les camps. Certains collègues soulignaient son absence totale d'intérêt pour le soin en tant que tel. Il ne cherchait pas à préserver la vie des patients, même lorsque cela n'aurait pas contredit l'idéologie. Seul le processus l'intéressait, la douleur, la réaction du corps, l'instant de la mort. Pour une partie des médecins nazis qui tentaient encore de maintenir l'apparence de la médecine, cela représentait une rupture flagrante, jusque dans la logique même du camp. Mais ce choc et ce malaise ne se transformèrent jamais en résistance. Le système ne punit pas Mengele pour son extrême cruauté, car ses actions fournissaient ce qui était le plus valorisé, le contrôle, les statistiques et la matière nécessaire aux recherches. Ceux qui ressentaient du dégoût choisirent le silence. Ceux qui détenaient le pouvoir choisirent l'utilité.
C'est précisément pour cette raison que Mengele put continuer à travailler sans restriction. Il était autorisé à sélectionner des cobayes, à utiliser les ressources du camp et à agir de manière autonome. Il n'était ni un loup solitaire, ni un simple rouage. Il devint le point de convergence où l'idéologie, la science et le sadisme se fondirent en quelque chose qui effrayait même une partie de ceux qui servaient ce même système. Après la défaite de l'Allemagne, Joseph Mengele ne disparut pas immédiatement et ne se cacha pas dans la panique. Durant les premiers mois qui suivirent la guerre, il se comporta comme s'il espérait encore se fondre parmi des milliers d'autres officiers de la SS. Il fut arrêté par les forces américaines, mais relâché, car à ce moment-là, son nom ne figurait pas encore sur les listes des criminels de guerre les plus recherchés. Il ne portait pas le tatouage du groupe sanguin de la SS, et ses documents ne suscitaient aucun soupçon. Lorsqu'il devint clair que les enquêtes sur les crimes nazis prenèrent de l'ampleur, Mengele passa à une clandestinité organisée. Pendant plusieurs années, il vécut en Allemagne de l'Ouest sous une fausse identité, changeant constamment de lieu, travaillant dans des fermes et bénéficiant du soutien d'anciens nazis. Ce ne fut pas une fuite solitaire, c'était un réseau. Des personnes lui fournissaient de l'argent, un logement, des conseils et des contacts. En 1949, Mengele quitta l'Europe en empruntant ce que l'on appelait les Ratlines, des routes clandestines permettant aux nazis de fuir vers l'Amérique du Sud. Il obtint des papiers au nom de Helmut Gregor et parvint en Argentine sans difficulté. Là-bas, il vécut ouvertement, travailla, fréquenta d'autres émigrés allemands et, dans des cercles restreints, ne dissimula même pas ses convictions. Tout au long des années 1950, Mengele changea de pays à plusieurs reprises, l'Argentine, le Paraguay, puis le Brésil. Ces déplacements étaient reconnus de nombreux acteurs, mais pendant longtemps, ils ne conduisirent à aucune arrestation. En partie à cause d'une coordination internationale insuffisante, en partie en raison de la réticence de certains gouvernements à provoquer des tensions diplomatiques, et en partie parce qu'ils continuaient d'être protégés par d'anciens compagnons. Lorsque, en 1960, les services de renseignement israéliens capturèrent Adolf Eichmann à Buenos Aires, Mengele comprit qu'il ne pouvait plus se sentir en sécurité. Il disparut de l'espace public, adopta une vie semi-clandestine, s'installa dans des fermes isolées et évita les villes ainsi que les contacts. Pourtant, même durant cette période, il ne fut jamais totalement seul. Des amis, des membres de sa famille et des personnes estimant que le passé devait rester dans le passé continuèrent à l'aider. Mengele mourut en 1979 au Brésil, noyé lors d'une baignade après avoir subi un accident vasculaire cérébral. À ce moment-là, il figurait parmi les criminels nazis les plus recherchés au monde, mais il ne compara jamais devant un tribunal. Sa mort resta longtemps non confirmée, ce qui ne fit que renforcer le mythe de sa disparition et de son impunité. Ce parcours d'après-guerre révèle non seulement l'échec de la justice, il montre à quel point il est facile pour une personne d'échapper à toute responsabilité lorsqu'elle est entourée d'assez de gens prêts à se taire, à aider et à détourner le regard. Mengele a survécu non parce qu'il était un génie de la fuite, mais parce que le système de complicité n'a pas disparu avec la fin de la guerre. L'histoire de Joseph Mengele est souvent présentée comme celle d'un seul monstre. C'est plus simple ainsi, plus confortable pour la mémoire collective. Mais la réalité est bien plus dangereuse. Mengele n'est pas apparu dans le vide et n'a pas agi seul. Autour de lui, il y avait toujours ceux qui ouvrirent des portes, signaient des autorisations, fournissaient des ressources, se taisaient ou détournèrent le regard. Ces expérimentations n'ont pas été possibles uniquement parce qu'il était cruel. Elles l'ont été parce qu'il existait tout un système de personnes qui appelaient cela de la science, du progrès ou une nécessité. Certains y voyaient un avantage pour leur carrière, d'autres un service rendu à l'idéologie. D'autres encore ne voulaient tout simplement pas perdre leur poste, et presque personne ne voulait assumer la responsabilité. Après la guerre, cette logique n'a pas disparu, elle a simplement changé de forme. Les mêmes personnes aidaient avec les documents, donnaient de l'argent, indiquaient des routes de fuite, fournissaient un refuge. Certains aidèrent par conviction, d'autres par peur, d'autres encore par désir d'oublier. Mais le résultat fut le même. Un homme responsable de crimes de masse a vécu pendant des décennies sans procès ni condamnation. Mengele n'était ni le seul ni le dernier. Il est devenu le symbole non seulement du sadisme, mais aussi de la complicité. Le symbole de la manière dont le mal survit, non pas grâce aux fanatiques, mais grâce à des gens ordinaires qui font de petits choix, commodes pour eux-mêmes. L'histoire de Mengele ne s'est pas achevée par la justice, mais par le silence. Et son sens réside précisément là. Elle montre que le plus grand danger ne vient pas d'un criminel isolé, mais de l'environnement qui lui permet d'exister, d'agir et de disparaître sans laisser de traces.
C'est pour cette raison qu'il est essentiel de se souvenir de cette histoire non comme d'une horreur du passé, mais comme d'un avertissement.